N'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, PayPal, le canal Telegram payant. Et puis également, procurez-vous nos livres. Allez faire un petit tour sur les auto-éditeurs. Il n'y a pas que les miens. On a également Pierre-Antoine Plaquevent, Youssef Indy, Yannick Jaffré. La biographie qu'un de mes amis m'a consacrée, voilà, Frédéric Seri. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet, il y a pas mal d'articles, on essaye d'en avoir de plus en plus. À la rentrée, on va essayer de passer également à la vitesse supérieure grâce à vos dons. Abonnez-vous évidemment à notre partenaire Géopolitique Profonde, le numéro de cet été, et donc il y a toujours l'excellent Laurent Ozon. Et puis un point sur la situation militaire avec Laurent Braillard, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps au téléphone. On va le voir également ce vendredi sur notre émission Ici Moscou sur RT en français. Et puis également l'excellent Sylvain Ferreira. Donc un petit point sur la situation militaire qui évolue extrêmement rapidement. Et on va le voir aussi à la fin de cette vidéo sur la ligne de front. Rapidement, ce qui m'a plu cette semaine, eh bien, c'est Charles Gave sur CNews, puisqu'il revient sur la politique américaine, sur la dédollarisation, et il fait plusieurs constats que nous-mêmes nous avons fait, notamment la supériorité militaro-technique de la Russie dans certains domaines, de manière globale dans la production d'armements, mais également une domination totale sur les armements hypersoniques. Il y a également la dédollarisation, donc c'est pas moi qui le dis cette fois, c'est quelqu'un comme Charles Gave qui le dit, avec l'utilisation du roupie, donc de la monnaie indienne pour acheter par exemple des hydrocarbures russes. Hein, c'est ce qu'on a expliqué, je crois que c'était notre dernier bulletin, le fait que désormais, comme l'Inde produit des choses, eh bien, avoir du roupie, comme avoir du yuan, c'est intéressant, ça permet d'acheter des choses réelles. On revient finalement à ce que j'estime être la vraie valeur de la monnaie, c'est-à-dire je détiens une unité de compte qui me permet d'acheter quelque chose. Voilà. Ce sera le problème quand on reviendra au franc d'ailleurs, hein, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on peut acheter avec du franc ? Alors il y a des tas de choses, et puis ça nous obligera à réindustrialiser, donc ça aura des effets vertueux, mais c'est sûr que dans la phase de transition, ça va être difficile. Ce qui m'a plu également, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils l'ont vu, c'est Maxime Nicole. Donc c'était un des leaders des Gilets jaunes. Alors même si en principe c'est un mouvement, il n'y a pas vraiment de leader, mais il y a des leaders qui ont été portés par les médias. C'est d'ailleurs ce dont il parle. Et là, il fait un retour sur son expérience et en prévision de la journée du 10 septembre, donc qui est une journée de protestation contre le budget d'Emmanuel Macron. Et donc il a une approche tout à fait intéressante vis-à-vis des médias, vis-à-vis de la police. Vis-à-vis de ce qu'il faudrait faire, des divergences internes en fait au sein du mouvement. Tout ça, j'ai trouvé ça plein de sagesse. Visiblement, l'expérience lui a beaucoup appris. Encore une fois, à la base, j'étais pas un grand fan de tous ces leaders autoproclamés ou choisis par la presse. Et pourtant, il y en a qui ont dépassé l'expérience. Et je pense que Maxime Nicole en fait partie. Écoutez au moins pour vous faire une idée à ce sujet-là. Et puis la dernière chose qui m'a plu, c'est un peu plus joyeux, c'est un reportage sur France 2 sur la ville de Troyes. Voilà, c'est la ville aux 1000 couleurs. Donc la Troyes, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. C'est vrai que quand on y vit, on a tendance à pas voir tout le potentiel gustatif, culturel. Voilà, ce petit reportage était très très sympathique. Et puis il y a également, il n'en parle pas dans le reportage, le marché couvert où on peut acheter des tas de bonnes choses, qui malheureusement a été saboté par un espèce de marché aux puces devant, marché ouvert, vraiment immonde. Voilà, bon, enfin ça encore une fois, c'est la démagogie de la mairie de Troyes. Visiblement. En tout cas, le reportage est sympa. Puis allez visiter Troyes. On a une très belle cathédrale, plein d'églises gothiques, hein, je crois, la ville aux 11 églises. Donc c'est vraiment du patrimoine français dans tous les sens du terme. Économie maintenant, et avant de démarrer évidemment, n'hésitez pas à venir investir en Russie, vous ouvrir un compte en banque. On vous propose toute une gamme de services sur Divergence Services. Allez voir en description de cette vidéo. On va parler un petit peu de l'économie anglaise, parce qu'on va voir qu'elle se rapproche finalement beaucoup de l'économie française dans la situation catastrophique où elle se trouve. Et ça m'est venu à l'idée en lisant un article dans le Daily Mail. Donc le Daily Mail, c'est un tabloïd britannique plutôt conservateur. Il y a un chroniqueur économique qui fait des articles pas mal. Alors il n'est pas du tout pro-russe d'ailleurs, au passage, je tiens à le dire. Et là, il a fait un point sur l'économie de la situation économique de l'Angleterre. Et en fait, elle rappelle beaucoup, alors un petit peu moins pire du point de vue de la dette, la situation française. Il explique que Rachel Reeves, qui est le chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire en fait le ministre des Finances anglais, eh bien, va être obligé d'emprunter pour l'exercice 2025-2026 143 milliards de livres.
dont 110 milliards seront dédiés au paiement des intérêts de la dette. Donc ça, évidemment, ça vous rappelle la situation française, c'est-à-dire que on emprunte, on suremprunte à des taux de plus en plus élevés. Le taux de l'Angleterre, alors là, c'est pire que la France, il est à 5,5. Donc on s'endette pour payer de la dette. Enfin, c'est le cercle vicieux. Et la dette anglaise correspond à 96% du PIB anglais et s'approche des 100%. Alors là, ils sont un petit peu meilleurs que nous, puisque nous, on doit être à 113, 116. On doit être, à mon avis, plutôt autour de 120, 130. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a deux économies, l'économie française et anglaise, qui sont dans une situation catastrophique, et ce sont parmi les pays les plus bellicistes, ceux qui veulent absolument faire continuer la guerre, enfin faire continuer la guerre à l'Ukraine contre la Russie, alors qu'évidemment, ils n'ont plus les moyens de soutenir un tel effort de guerre. Et malgré tous ces sacrifices qui vont être demandés à la population française, à la population anglaise, eh bien, on va continuer à déverser des milliards et des milliards au régime de Kiev, parce que de toute manière, si on arrête de le financer, la guerre s'arrête maintenant. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de budget. Je vous renvoie d'ailleurs aux différents tweets qu'a fait Thierry Mariani, le député européen, à ce sujet-là. En fait, on va vous demander de faire des efforts monstrueux dans le nouveau budget. L'État français ne va faire aucune économie sur ses budgets de fonctionnement, ce qui est le principal axe dans lequel il faudrait s'orienter, comme l'explique très bien Marc Toiti. Mais en plus, on va continuer à donner des dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine. C'est ce que nous prépare Ursula von der Leyen. Cette situation catastrophique qui est due notamment aux sanctions contre la Russie, les sanctions initiales qui ont été prises dès 2022, qui ont fait que désormais eh bien, le gaz consommé en Europe coûte entre 3 et 4 fois plus cher que celui qu'on obtenait des Russes avant 2022, qui fait qu'on se prive du pétrole russe bon marché, enfin certains d'entre nous, parce que heureusement il y a des membres au sein de l'Union européenne qui sont beaucoup plus, je dirais, réalistes, comme la Hongrie, la Slovaquie, qui continuent à recevoir du gaz et du pétrole russe pas cher. Donc malgré cette réalité, eh bien, le 18e paquet de sanctions a été pris contre la Russie par l'Union européenne, toute seule. On va en revenir tout à l'heure dans le moment bunker, parce que ça aussi, on a eu du grand Jean-Noël Barrot. Donc ces sanctions ont été prises. Elles concernent essentiellement en fait une baisse du prix. Donc le cap qui avait été mis par l'Union européenne et les États-Unis à l'époque à 47,5 dollars le baril, donc parce qu'aujourd'hui il doit être autour de 55-60, et donc le précédent cap était 60. Donc qu'est-ce que ça avait permis ? Ça avait permis aux armateurs européens, principalement grecs, de pouvoir transporter de nouveau de pétrole russe et de gagner de l'argent. Donc, vous aviez 40% du pétrole russe transporté jusqu'à ces sanctions qui étaient transportées par des armateurs grecs. Eh bien, ça ne va plus être possible, et ça sera fait par ce qu'ils appellent la flotte fantôme. Alors, ce ne sera pas possible, oui et non, parce que même à l'époque où donc le cap de 60 dollars était inférieur au prix du marché, il y avait quand même 10% du pétrole russe qui était transporté par des armateurs, appelons-les grecs, puisqu'il y a aucun contrôle, c'est très dur de savoir d'où vient le pétrole, à qui appartient le pétrole, etc., etc. Donc en fait, ces sanctions déjà ne marchaient pas pour au moins 10% du transport du pétrole russe. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 30% d'armateurs grecs qui gagnaient de l'argent, qui ne vont plus pouvoir en gagner. Et le pétrole russe va continuer à se vendre en Inde, en Chine. Encore une fois, ça témoigne d'ailleurs de la méconnaissance profonde, notamment de quelqu'un comme Jean-Noël Barrot, de la réelle situation et de la dépendance de la Chine et de l'Inde de prix stables pour le pétrole. Si jamais l'Inde et la Chine cessaient d'importer le pétrole russe, qui est la Russie est le deuxième exportateur de pétrole au monde, derrière l'Arabie Saoudite, et les Américains produisent le plus de pétrole au monde, mais ils le consomment la quasi-totalité de ce qu'ils produisent. Donc en fait, il n'est pas possible pour des pays dont la population est de 1,3, 1,5 milliard d'habitants de tout d'un coup faire un sursaut des prix du pétrole qui vont provoquer des manifestations, des émeutes dans des régions de ces pays qui ont la taille de la France. Pékin ne peut pas se permettre d'avoir une région de la Chine de 68 millions d'habitants qui se soulève parce que le prix de carburant ou de l'énergie est trop cher. Voilà, ça c'est ce que ne veulent pas comprendre ces mondialistes qui ne connaissent pas la réalité du monde finalement. On en avait parlé d'ailleurs
dans Ukraine. Pourquoi la Russie a gagné? Une des raisons pour laquelle la Russie a gagné, c'est que la classe dirigeante mondialiste ne connaît pas le monde. Elle n'a pas vu monter l'Inde, elle n'a pas vu monter la Chine, elle n'a pas vu monter les BRICS, elle n'a pas vu monter l'Asie. Elle est totalement occidentalo-centrée, donc elle ne comprend rien. Et ces sanctions en sont le témoin. Donc en dehors de ce cap de 47,5 $ le baril qui ne sera jamais respecté, il y a également des sanctions contre des raffineries. Alors en Inde notamment, la raffinerie de Rosneft, également des raffineries indiennes, et puis également en Chine. Et alors l'Inde et la Chine, là-dessus, sont bien d'accord pour dire que toutes les sanctions qui seront prises contre leurs sociétés, contre leurs actifs industriels, etc., recevront des répliques sévères. Donc est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a les moyens de tenir face à la Chine, face à l'Inde? Évidemment que non. Et finalement, là aussi, ces sanctions n'auront aucun résultat. Le plus inquiétant, comme d'habitude, c'est ce qui va se passer pour moi dans la Baltique. Parce que parmi ces sanctions, il y a également donc, toute une liste de bateaux qui sont sous sanctions. Or, ces bateaux donc, transportent le pétrole russe et passent par les eaux internationales dans la Baltique. Sauf qu'il y a dans la mer Baltique ce que j'appelle des États irresponsables, notamment les États baltes. La Pologne également peut être mis dans ces États-là. La Suède aussi s'est très mal comportée en arraisonnant des bateaux dans les eaux internationales. Et c'est pour ça que la Russie, on en avait parlé également, avait déployé soit des navires, soit un chasseur Sukhoi 35 pour dissuader un patrouilleur estonien de pirater un bateau qui transportait du pétrole russe. Donc là, ça va évidemment faire monter la tension, et d'autant plus qu'on a des déclarations qui sont plutôt inquiétantes. On a eu l'ex-chef d'état-major des armées français, donc le général Gamelin-Burkhard, qui a fait quand même une déclaration en disant, devant le Parlement français, en disant que de toute manière, en cas de guerre, on bloque complètement la Baltique. Mais de quoi il parle? Si jamais la Baltique est bloquée, effectivement, c'est la guerre mondiale. C'est la fin du monde. Donc c'est absolument absurde d'entendre des choses pareilles. Et on a eu également une déclaration du nouveau commandant des forces de l'OTAN en Europe, qui lui a fait des déclarations en disant qu'ils avaient les moyens de détruire Kaliningrad, en gros. Et là aussi, mais on se demande de quoi il parle. Kaliningrad, c'est du territoire russe, c'est reconnu internationalement comme étant le territoire russe, donc il n'y a rien à y faire. Attaquer Kaliningrad, c'est se mettre à la merci d'une frappe, pourquoi pas nucléaire, russe, puisque c'est vraiment le sanctuaire du territoire russe. Voilà. Donc, alors, en admettant même qu'il n'attaque pas Kaliningrad, il peut y avoir des provocations dans le corridor de Suwalki, donc qui permet de relier la Biélorussie à Kaliningrad. Enfin, encore une fois, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un discours extrêmement belliqueux, extrêmement dangereux. Et comme je l'ai dit, la mer Baltique, à cause des États irresponsables qui l'entourent, est bien plus dangereuse pour la stabilité mondiale que finalement la mer Noire, où tout est plus ou moins sous contrôle. Pour en finir sur ce sujet de la Baltique, donc ceux qui ont suivi mes émissions, on en a parlé dans l'échiquier mondial sur RT en français ou même dans mes bulletins, eh bien, il y avait un ancien chef d'état-major de l'armée de terre polonais qui, lui, prétendait, d'ailleurs, s'emparer de Kaliningrad. Donc il s'appelait Waldemar Szczypczak, j'espère que je prononce bien, et ce général disait ouvertement dans les médias polonais qu'il fallait s'emparer de Kaliningrad. Voilà. Et il a été chef d'état-major de l'armée de terre polonaise. Donc il est mort il y a quelques jours, Dieu ait son âme, mais pourquoi j'en parle? Parce que précisément, dans certains pays de la Baltique, encore une fois, il y a des États irresponsables. L'État polonais, les États baltes, la Suède est inquiétante. La Finlande aussi est un pays plutôt inquiétant pour la stabilité de la zone. Et pour en conclure sur ces sanctions, eh bien, on peut dire que dans l'ensemble, la presse, même française, j'ai eu un article dans Le Monde, mais également dans Reuters, tout le monde prend ces sanctions avec scepticisme, et même, je peux vous dire que en Russie, ça fait quand même largement rigoler tout le monde. Et encore une fois, ces sanctions sont prises sans les États-Unis. Et on en reparlera dans le Bon Bunker. Politico-diplomatique maintenant, et on va parler un peu de la politique intérieure ukrainienne, puisqu'on est dans une séquence assez intéressante, parce que le président Zelensky donc, a signé une loi qui a été préparée par le Parlement ukrainien, qu'il contrôle quasiment totalement, qui fait que les organismes indépendants de lutte contre la corruption, notamment, ça vous dira rien, le SAP, le NABU, donc le Bureau de lutte contre la corruption, après avoir été perquisitionnés, ont été dissous en fait et mis en fait sous le contrôle du ministère de la Justice, du parquet ukrainien. Alors évidemment, ça n'a pas plu du tout. Ça n'a pas plu non seulement à la population ukrainienne, mais également à la presse internationale occidentale, et ce qui fait que Zelensky est en train de revenir dessus. Voilà, alors où je tourne cette vidéo, a priori, il a pris la décision de revenir sur cette loi qui pourtant il venait de signer. On peut faire plusieurs interprétations qui sont quelquefois contradictoires. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ces structures anticorruption
indépendante du parquet, donc le NABU notamment. Il a été créé en octobre 2014, après Maïdan. Or, il a été créé par le Parti démocrate américain. En fait, c'est le clan Biden qui donc à l'époque, Biden était vice-président, et il venait de mettre son fils au conseil d'administration de Burisma, une société gazière. Tout le détail du Biden Gate en Ukraine est dans mon bouquin. Et donc, il venait mettre son fils dans cette structure. Il était hors de question qu'on vienne que la justice ukrainienne aille mettre les pieds dans les histoires de corruption du fils Biden. Donc, ils ont créé une structure qui s'appelle NABU, qui est contrôlée encore une fois par le Parti démocrate américain, par l'ambassade américaine à l'époque, et qui était chargée d'orienter les enquêtes sur la lutte contre la corruption, là où ça ne dérangeait pas le clan Biden. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque le procureur général de l'époque, qui avait été nommé élu par le Parlement, le procureur Shokin, qui commençait à s'attaquer à Burisma, au fils Biden, évidemment, a été éjecté. On se souvient, d'ailleurs, ça aussi c'est dans mon bouquin, on se souvient de cet épisode où Joe Biden s'était vanté qu'il avait obtenu, en menaçant Poroshenko, le départ de ce procureur et la nomination d'un autre procureur, Lutsenko, qui n'avait jamais fait de droit de sa vie, mais qui était totalement aux ordres. Et donc, en fait, il faut bien se rendre compte qu'à la base, cette structure, c'est une structure du Parti démocrate pour contrôler les politiciens ukrainiens et tenir le pays sous la menace d'inculpation pour fait de corruption, sans bien sûr qu'on touche aux intérêts des démocrates américains en Ukraine. Donc à la base, le NABU, c'est ça. Pourquoi est-ce que Zelensky a voulu s'en débarrasser ? Je pense que c'est une idée de Yermak. Encore une fois, j'en ai parlé d'Yermak, j'en ai parlé la dernière fois, après les changements gouvernementaux qu'on a eus. J'ai vu qu'il avait été cité dans le Financial Times comme l'homme qui contrôle réellement l'État ukrainien. Et visiblement, eux, ils ont voulu retirer cette indépendance du NABU parce qu'ils ne la contrôlent plus ou ils ne la contrôlent pas. Et ils se sont dit, de toute manière, les démocrates ne sont plus au pouvoir, donc on peut virer le NABU. Ce que n'avait vraisemblablement pas prévu Yermak et Zelensky, c'est que finalement, les Ukrainiens qui en ont ras-le-bol de la guerre, qui en ont ras-le-bol de Zelensky, en profitent pour descendre dans la rue, et parce que effectivement la lutte contre la corruption, c'est quelque chose qui avait été mis en avant en 2014, et donc on a vu dans toutes les villes d'Ukraine, ce qui prouve bien d'ailleurs que les habitants de ces villes savent qu'ils ne risquent rien du côté des bombardements russes, puisque effectivement les Russes ne bombardent pas les centres-villes, ils bombardent là où il y a des ateliers de fabrication de drones, des objectifs militaires ou militaro-industriels. Donc on a eu des manifestations à Maïdan, à Kiev, on a eu des manifestations à Lvov, on a eu à Dniepropetrovsk également contre la corruption. Et a priori, Zelensky est sur le point de plier. Le résultat pour Zelensky, c'est que même s'il arrive à calmer la population ukrainienne en renonçant à ce projet, il s'est mis en difficulté et il a reculé. Et le régime de Zelensky est une dictature, et quand une dictature montre des signes de faiblesse, évidemment, c'est jamais bon. Donc c'est un premier coup qui fait que ça fait dire à certains, alors moi je serais un peu plus prudent, qu'en fait c'est un coup monté, notamment pourquoi pas par Washington, pour se débarrasser de Zelensky, pour le mettre en difficulté et obtenir des élections et finalement la fin du conflit en Ukraine. Donc c'est une séquence assez intéressante. Il est un peu trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais en tout cas on voit un peu ce paradoxe, c'est que finalement une structure anticorruption qui avait été créée pour protéger la corruption du clan Biden, du clan démocrate, devient un symbole de la véritable lutte anticorruption. Alors qu'encore une fois, même dans la presse ukrainienne, notamment en 2019, eh bien, ce NABU avait été attaqué comme une structure qui protégeait la corruption et qui dirigeait délibérément des enquêtes vers des gens qui étaient beaucoup moins gênants que ceux soutenus par le Parti démocrate américain. À suivre donc. On a parlé également beaucoup de cette semaine de la possibilité d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Pékin au début du mois de septembre. Alors pourquoi début du mois de septembre ? Parce que pour les Européens, la guerre se termine le 9 mai, mais pour l'Asie, elle se termine le 3 septembre. Le 3 septembre, c'est la défaite du Japon, qui a été défait dans le Pacifique par la flotte américaine, en Mandchourie par l'armée soviétique, et puis accessoirement qui a reçu 2 bombes nucléaires un mois plus tôt, les 6, et le 9 août 1945. Donc c'est le jour de la victoire. Donc évidemment, Vladimir Poutine sera à Pékin à ce moment-là, et pourquoi pas les États-Unis, qui
étaient de facto les alliés de la Chine et de jure les alliés de l'Union soviétique. Donc la présence de Donald Trump est tout à fait possible en Chine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a dit que pourquoi pas. On a posé la question à Donald Trump, il a dit pourquoi pas. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment préparé, mais ce n'est pas impossible. Et évidemment, ce serait une excellente affaire, à la fois pour Donald Trump, à la fois pour Vladimir Poutine, et évidemment pour Xi Jinping, puisque ce serait lui, chez lui, qui aurait pu réunir finalement ces trois grands. Voilà un peu où on en est. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Mais ce qui est bien aussi, c'est que s'il y a un rendez-vous, ce sera dans plus d'un mois. Donc les diplomates ont le temps de travailler, de préparer, et ça, c'est extrêmement important. Politico-diplomatique toujours, visite du ministre des Affaires étrangères israélien à Kiev, donc, où il a tenu une conférence de presse avec son homologue kievien. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que le ministre des Affaires étrangères, donc israélien, a annoncé que l'Iran était non seulement l'ennemi d'Israël, mais également celui de l'Ukraine. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de souligner. Alors ça peut être évidemment à cause de la livraison des Guéran et le transfert de technologie pour la fabrication des Guéran, hein, ces drones qui harcèlent toutes les nuits, tous les jours, parce qu'ils sont désormais fabriqués en masse en Russie, dans la profondeur ukrainienne, et d'ailleurs même pas seulement dans la profondeur, puisque maintenant ces drones sont utilisés pour frapper le long de la ligne de front. Comme ils sont produits en masse, finalement, ça fait une explosion de 90 kg d'explosifs. C'est entre 2 et 3 fois ce que peut envoyer un obus de 152 ou un 155 mm. Donc c'est pas rien. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que le ministre des Affaires étrangères israélien a accusé l'Iran, mais à mon avis c'est beaucoup plus large. Ça fait écho à la livraison de systèmes patriotes à l'Ukraine qui ont été révélés par l'ambassadeur israélien à Kiev. Ça fait également écho à cette notion d'axe du mal, donc on a vu dans la bouche à la fois des démocrates, mais également du président de la Chambre des représentants, donc Mike Johnson, donc républicain, qui avait parlé également d'axe du mal, donc Pékin, Téhéran et Moscou. Donc là, visiblement, on a un alignement complet de la politique étrangère israélienne sur les néoconservateurs américains et sur le régime de Kiev. Dernière nouvelle politico-stratégique, c'est le 3e round de négociations qui a lieu à Istanbul entre la délégation kievienne et la délégation russe. Alors, ça allait à l'encontre de ce qu'avait dit Zelensky il y a un peu plus d'une semaine, mais visiblement, il s'est fait taper sur les doigts par l'administration américaine, et donc il a envoyé une délégation qui est menée par Umerov, donc l'ancien ministre de la Défense, parce qu'il y a eu des changements au sein du ministère de la Défense ukrainien. D'ailleurs, si vous vous souvenez, j'en avais parlé dans mon dernier bulletin, Umerov devait partir comme ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis, puisque d'ailleurs sa famille vit déjà aux États-Unis, mais il n'a pas pu puisqu'il est double national. Il a aussi la citoyenneté américaine. Et selon la loi américaine, on ne peut pas être ambassadeur quand on a aux États-Unis quand on a la citoyenneté américaine. Donc c'est pas possible. Donc finalement ils vont lui trouver un poste, et là en l'occurrence c'est lui qui emmenait la délégation ukrainienne. Ce qui est intéressant sur les images qu'on voit en ce moment, c'est que c'est visiblement la fin du cinéma et du déguisement de toute la délégation en soldats. Vous vous souvenez d'ailleurs les premières rencontres en 2022 et encore même jusqu'à la dernière rencontre, ils étaient tous plus ou moins déguisés en soldats. Là, il y a encore Umerov, et puis visiblement un militaire, mais là c'est normal qu'il soit en uniforme, et puis les autres sont en costume cravate. Donc visiblement, toute cette espèce de communication, de marketing militaire touche à sa fin. Je crois que plus personne, depuis notamment le passage de Zelensky dans sa tenue de jardinier dans le bureau ovale avec Donald Trump, a laissé des traces, et ça se voit sur les images. Le résultat, Moscou a proposé la mise en place de 3 groupes de travail, donc russo-kieviens, qui pourront travailler à distance. Donc c'est en train d'être étudié. Il y aura vraisemblablement encore des échanges de soldats morts, donc essentiellement ukrainiens, puisque côté kievien, soit on ramasse pas les cadavres des corps russes, soit finalement il y en a très peu, et les pertes sont bien inférieures à ce qu'on veut bien nous raconter sur les médias de grand chemin. Voilà un peu ce qu'il en est ressorti. Évidemment, Zelensky avait annoncé qu'il voulait absolument une trêve immédiate, un cessez-le-feu. Les Russes ont dit non, et ça fallait s'y attendre. L'armée otano-kievienne est en train de se prendre une énorme raclée. Il n'y a aucune raison que les Russes acceptent. Terrorisme maintenant, 2 missiles HIMARS ont été tirés
dans le centre-ville de Donetsk. Un domicile à HIMARS, c'est 150 000 $ le tir, donc une opération à 300 000 $ pour taper des objectifs civils. Il n'y a aucun objectif militaire à cet endroit, je le connais. Donc c'est vraiment un acte de terrorisme. Alors c'est pas gratuit, ça coûte cher, encore une fois 300 000 $. Et en plus les missiles HIMARS, ils courent pas les rues non plus. Donc c'est vraiment un tir de vengeance parce que le régime bandériste s'aperçoit et bien retourne à la vie normale après 10 ans de guerre. Voilà. Et que désormais tout se développe. Comme je l'ai dit, j'y étais en mai, il y a des embouteillages. Donc ça, ils ne le supportent pas, d'autant plus que étant donné les déboires que subit l'armée otano-kievienne sur le front va être repoussé bientôt à, je pense, autour de 70, même 80 km à certains endroits de Donetsk. Et là, c'est la fin. Pour tirer dans le centre-ville de Donetsk, ça coûte encore plus cher. C'est des missiles, des Scalp, des Storm Shadow qui coûtent 1 million de $. Donc ça, il y a peu de chances que ce soit accepté par les Anglais ou les Français qui autorisent les tirs, et encore moins par les missiles américains. Donc c'est triste, mais en même temps ça montre bien encore une fois la nature du régime bandériste de Kiev. Terrorisme encore, nouvel article dans la presse polonaise sur l'expulsion des bandits ukrainiens de Pologne. Donc on les renvoie, je pense, à la frontière ukrainienne. On espère qu'ils soient envoyés sur le front. Mais pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus prenant, de plus en plus dangereux pour le reste de l'Europe. Et encore une fois, il faut que le gouvernement français, il faut que le gouvernement d'Europe se prépare, après la défaite militaire, à voir les frontières de l'Ukraine s'ouvrir et un déferlement de vétérans, de bandits dans toute l'Europe. Et ça va être une des menaces les plus graves pour la stabilité des pays européens. Après l'immigration, on vient de le voir à Limoges, on n'a pas besoin des vétérans ukrainiens pour mettre une ville à feu et à sac et en prendre le contrôle quasi militairement, comme ça a été d'ailleurs dit par le maire de Limoges. Donc voilà ce à quoi on se prépare. Armement maintenant, les Russes ont montré une usine de fabrication de drones près de la ville de Kazan, et donc on voit à la fois le côté extrêmement moderne et puis la production de masse. Et ça, c'est un signe très clair qui est envoyé à l'OTAN en disant, quoi qu'il arrive, vous pouvez donner tous les patriotes que vous voudrez à l'Ukraine, vous n'arriverez pas à arrêter tous les vecteurs que nous allons envoyer sur les cibles otano-kieviennes sur le territoire ukrainien. Voilà le message qui devait être passé, je pense qu'il est bien passé. Armement toujours, et un Mirage français qui avait été livré à l'Ukraine s'est écrasé. Donc c'est pas un tir russe, il s'est écrasé en Volhynie, c'est-à-dire à plus de 400 km de la ligne de front, donc à l'ouest de l'Ukraine. Et ça, ce que ça révèle, parce que le Mirage, c'est pas un avion qui s'écrase comme ça révèle que les analystes avaient dit, c'est-à-dire que soit le pilote a été mal formé, parce qu'une fois de plus, ça a été bâclé, ça a été fait trop rapidement, il faut du temps pour former un pilote, soit la maintenance a été mal faite. Et là aussi, c'est un problème de formation. Il y a le pilote, mais il y a aussi tous les mécaniciens. Donc, comme nous l'avions analysé, je l'avais dit sur les médias russes, je dis, ne vous inquiétez pas, de toute manière, c'est pas 6 Mirages qui vont changer le sort de la guerre. Ça a juste affaibli l'armée de la française, mais ça n'a pas renforcé les moyens de l'armée ukrainienne. Armement toujours, le Pentagone a annoncé la livraison de pièces de rechange pour les Bradley, donc c'est des véhicules de combat d'infanterie qui ont donné plutôt de bons résultats selon ce qu'en dit l'armée otano-kievienne, même si je pense qu'ils sont trop lourds pour ce genre de théâtre d'opération, 10 tonnes trop lourds à mon avis. Donc il faut bien les réparer, les entretenir. Donc là, ce que le Pentagone a annoncé, c'est que des pièces de rechange avaient été envoyées, mais pas gratuitement. C'est qu'elles allaient être payées. Et là, la question qui se pose, c'est qui va payer ? L'Ukraine n'a pas d'argent. Là, visiblement, Trump ne paiera rien, lui, de sa poche. Ça a été d'ailleurs confirmé par Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants. Ça a été confirmé également par J.D. Vance récemment. Les Américains ne donneront plus un kopek, c'est le cas de le dire, plus $1, plus un cent. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, on ne sait pas qui va payer cette livraison. Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse. Puisqu'on est dans le matériel américain, on va un peu parler des Abrams, donc le principal char de bataille américain. On apprend par la presse de ce même pays qu'il n'y a quasiment plus. Ils ont tous été détruits ou capturés par l'armée russe. Et on apprend également que l'Australie va envoyer 46 de ses anciens Abrams, donc qui devaient être décommissionnés, comme on dit, c'est-à-dire envoyés à la retraite parce qu'ils sont d'une très ancienne génération. Et notamment, il n'y a même pas dans la cabine du chef de char, il n'y a pas de caméra thermique. Et donc l'Australie a décidé, avec l'autorisation des États-Unis, de les envoyer en Ukraine. Et donc évidemment, ça a surpris tout le monde. Si l'armée ukrainienne en est réduite à essayer de retaper et d'utiliser ces vieux tanks, ça veut dire qu'elle est vraiment dans une mauvaise passe.
Empire du mensonge maintenant, et on va apprendre sans doute des choses extrêmement intéressantes sur l'Obamagate, ce qui va s'appeler l'Obamagate, puisque selon les révélations du directeur de renseignement Tulsi Gabbard, donc qui était nommé par Trump il n'y a pas très longtemps, elle a les preuves que Obama, avec le chef de la CIA, John Brennan, dont on a parlé, c'est lui qui est venu à Kiev en avril 2014 pour déclencher les opérations de représailles contre les Ukrainiens qui se soulevaient contre Maïdan et contre les lois anti-russes. Donc c'est quelqu'un qui est au cœur même du système Biden, au cœur même du système Obama, au cœur même du système démocrate. Et donc là, les révélations et les preuves sont là que le fameux Russiagate, qui a handicapé pendant 2 ans le mandat de Donald Trump, de 2016 à 2018, était totalement faux. C'était des fausses informations. Et donc, de ce que me disent mes amis qui connaissent le système américain, Obama et sa clique risquent la prison. Donc ça devient extrêmement intéressant. Et comme quoi, finalement, quelquefois, les menteurs peuvent finir en prison. On pense évidemment à Emmanuel Macron avec l'affaire Alstom. Et peut-être qu'un jour, lorsque la France aura un gouvernement indépendant, réellement, national-conservateur, espérons-le, on puisse aller jusqu'au bout de l'affaire Alstom, l'affaire Alexis Kohler, tous ces scandales qui entourent le régime d'Emmanuel Macron, et pourquoi pas les envoyer en prison si les preuves sont suffisantes. Et tout de suite, le moment bunker. Das war ein Befehl! Le moment bunker, et c'est pas la première fois, c'est Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot a fait un voyage en Ukraine, il s'est d'ailleurs mis en scène sur Internet, en train de travailler sur son ordinateur dans le train qui l'emmenait jusqu'à Kiev, et ensuite il est allé également à Kharkov. Là-bas, il a découvert que la ville parlait russe, mais lui, il est persuadé que, malgré tout, elle résiste à la Russie. Non, Kharkov est une ville occupée par les bandéristes, par des bandits, par le régime de Kiev, avec le SBU, qui est une véritable police politique. Et les gens à Kharkov, en fait, ce qu'ils attendent, c'est la libération. Et l'armée russe se rapproche petit à petit de la ville de Kharkov, et elle la libérera, c'est certain, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est une première chose, mais le plus intéressant, c'est ce qu'il a dit. Tuer la pression sur la Russie avec un paquet de sanctions massives qui a été adopté jeudi dernier par les Européens. Un paquet de sanctions qui a été coordonné avec nos partenaires, les Britanniques, mais aussi les sénateurs américains, Graham et Blumenthal, qui eux aussi ont planché sur un paquet de sanctions dont je souhaite qu'il soit le plus rapidement possible adopté. Des sanctions qui visent à assécher les ressources mobilisées par Vladimir Poutine pour financer son effort de guerre, et notamment ses recettes pétrolières. Face à ces décisions historiques de l'Union européenne, chacun doit entendre que lorsque ses intérêts de sécurité sont menacés, l'Union européenne réagit. Et avec un PIB, comme tu l'as rappelé, Andriy, avec une richesse 10 fois supérieure à celle de la Russie, chacun doit mesurer que l'Union européenne ne se laissera pas faire. Donc là, il y a plusieurs choses qui sont amusantes, notamment il revient sur le 18e paquet de sanctions, puisqu'il nous avait expliqué avant ce 18e paquet de sanctions qu'il devait être pris en coordination avec Lindsey Graham et les néoconservateurs de la Chambre des représentants américains. Bon là, en fait, l'Union européenne a pris les sanctions toute seule, et en fait, finalement, c'est une des raisons pour lesquelles elles n'auront plus aucune influence. Mais visiblement, il espère que le projet de loi de Lindsey Graham sera un jour adopté. D'ailleurs, il peut toujours espérer, ça ne changera rien, puisque ça a été répété par Donald Trump. C'est lui qui décidera s'il faut mettre des sanctions ou pas contre la Russie, et Donald Trump est un réaliste et il sait très bien que ça ne sert absolument à rien. Et comme vous l'avez entendu, l'autre point qui confirme qu'il est vraiment dans son bunker, c'est son analyse du PIB de l'Europe. Le PIB de l'Europe est infiniment supérieur au PIB russe. Donc déjà, encore une fois, il faut regarder de quel PIB on parle. La puissance industrielle, qui est celle qui compte pour faire la guerre, c'est le PIB en parité de pouvoir d'achat. La Russie est la première puissance industrielle et la première économie d'Europe. La réalité, c'est ça, en fait. Et le fait d'additionner le PIB de tous les États, y compris les États croupions de l'Union européenne, et de le comparer à celui de la Russie, ne va évidemment pas être une solution. On imaginait que tout le monde l'avait compris, mais visiblement, Jean-Noël Barrot a encore du travail à faire. Considération militaire générale maintenant, ça va être assez rapide. Plusieurs nominations à la tête des différentes armées de l'OTAN. Donc la première nomination, j'en ai parlé, c'est Aleksius Grinkiewicz, qui est d'origine biélorusse d'ailleurs. On l'a appris, alors lointaine. Sa famille a immigré avant même la révolution bolchevique à la fin du 19e siècle, d'après ce que j'ai lu. Donc c'est un pilote. C'est important parce que quand on a servi dans l'armée de l'air, on a souvent une vision de la réalité du combat sur Terre qui est complètement faussée. Et donc ça a des conséquences sur la conception géopolitique et sur les conceptions militaires.
Et je pense que c'est pour ça également que Emmanuel Macron a nommé au successeur de Gamelin-Burkhard un général d'aviation qui s'appelle Fabien Mandon, visiblement fait partie du clan autour d'Emmanuel Macron, avec tout ce que ça veut dire. Et lui, donc, est également un pilote. Donc, c'est l'armée de l'air. Donc, non seulement, effectivement, c'est quelqu'un qui va avoir une vision très artificielle, très éloignée de la réalité des combats terrestres, notamment ce qui se passe en Ukraine. Mais là aussi où c'est intéressant, c'est que on sait que dans l'armée française, les plus otaniens, c'est l'armée de l'air. Donc, les aviateurs, parce que c'est une arme récente, ce sont ceux qui sont le plus influencés par l'OTAN, par les États-Unis. Au contraire de la marine, où là on est à peu près à 50-50, et de l'armée de terre, qui elle connaît son histoire, et donc c'est pour ça que c'est là où vous trouvez le nombre le plus important de russophiles, parce qu'encore une fois, nous sommes deux vieilles nations européennes, avec deux vieilles armées de terre, voilà, européennes, et qui se sont affrontées vaillamment. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On va commencer par les frappes dans la profondeur. Les Russes ont frappé un peu partout, mais essentiellement sur Odessa depuis la semaine dernière. Donc visiblement, Odessa, pour les raisons qu'on a déjà décrites, eh bien, est devenue une des cibles principales pour ce qui arrive à la fois par le Danube et par la mer Noire. Donc de nombreuses frappes confirmées sur les installations portuaires. Les Ukrainiens, eux aussi, ont essayé d'attaquer, notamment dans la nuit de mercredi à jeudi, et ils ont frappé sur Sébastopol, mais là, tous les vecteurs ont été interceptés. Ils ont également frappé dans la région de Adler et de Sochi. Ils visaient des installations pétrolières, mais d'après les images qui ont été publiées, il n'y a pas vraiment eu de dégâts sérieux. Il y a également des tirs qui ont eu lieu à l'intérieur de la ville de Sochi. Là, ce sont des infrastructures qui ont été visées, il y a eu 2 morts. On passe maintenant sur la ligne de front. On va commencer par le sud, rien le long du Dniepr. Du côté de Orekhovo, Zaporozhye, les Russes continuent à avancer dans le village de Plavno, dont ils devraient s'emparer d'ici 1 ou 2 semaines. Plus à l'est, les Russes continuent leur poussée vers la région de Dnepropetrovsk à partir de Mirnoe et de Pidubne qu'ils ont pris la semaine dernière. On ne sait toujours pas ce qu'il est advenu des Ukrainiens ouglédarisés à cet endroit-là. Là où le front a le plus progressé pour les Russes, évidemment, c'est autour de Pakrovsk. Donc cette pointe-là rouge que j'ai dessinée, c'est qu'il y a eu un groupe de reconnaissance, ce qu'on appelle le DRG en russe, qui a réussi à pénétrer quasiment jusqu'au centre de Pakrovsk. Et une vidéo a circulé où on voit des otano-kieviens qui se sont fait tirer dessus par précisément ces unités de reconnaissance russes. Donc là, j'ai mis une pointe en rouge et on verra où les Russes auront réussi à stabiliser leur progression à l'intérieur de Pakrovsk, ou si c'est juste un coup de main. On verra ça la semaine prochaine. Les Russes ont libéré la localité de Novo-Ekonomichnoe, ici, à cet endroit-là, et seraient déjà rentrés à l'est de Mirnograd. Donc on voit qu'ils progressent maintenant directement dans la zone urbanisée Pakrovsk-Mirnograd, dans toute cette agglomération urbanisée. D'après les renseignements qui arrivent du front, il y a un manque tout simplement d'infanterie au sein de l'armée ukrainienne. Les Russes continuent à avancer, ils arrivent à l'est de Rodinskoye à cet endroit-là, et ils continuent leur percée. Visiblement, dans cette zone, le front s'est partiellement effondré. Donc là aussi, on verra si ces percées, si ces pointes ont abouti à des positions consolidées par les Russes la semaine prochaine. Mais on voit bien, quand on regarde un peu en arrière, que tout devient possible, y compris un encerclement beaucoup plus large pour libérer les villes de Kramatorsk et de Slaviansk. D'ailleurs, le Gauleiter de Kramatorsk a annoncé l'évacuation des 53 000 habitants qui restaient. Alors, il y avait, je crois, 150 000 habitants à Kramatorsk en 2014. Rappelez-vous encore une fois que c'est de Kramatorsk et de Slaviansk qu'est parti le premier soulèvement en 2014 contre les putschistes kieviens. Et la libération de Slaviansk et Kramatorsk sont donc un objectif à la fois militaire et symbolique, évidemment. Et l'on voit que les Russes percent dans toutes les directions et s'offrent un espace opérationnel tout à fait intéressant. Les Russes se sont emparés de la localité de Poltavka à cet endroit-là et s'approchent de Russin Yar. Plus à l'ouest, la localité de Yablunovka a été complètement libérée, ainsi qu'elle de Alexandre Kalinovo. Aucun ordre de retrait n'a été donné. Dans le village de Cherbonovka, ici, toutes les troupes ukrainiennes ont été soit capturées, soit détruites. Les
troupes à Katarinovka, à Klebanbouk ici n'ont pas reçu l'ordre de décrocher, donc ils vont se faire détruire ou capturer. Encore une fois, l'OTAN est incapable d'organiser même la manœuvre de retraite la plus simple au niveau tactique. Les Russes avancent également en direction de Konstantinovka à partir du sud-est et se sont emparés de la localité de Belagora à cet endroit-là. Et ils sont entrés à l'intérieur de la localité d'Alexandro-Chotina. Une fois cette localité capturée, la route est ouverte vers la périphérie est de Konstantinovka. Plus au nord, les Russes ont amélioré leur position vers Seversk, comme on le voit avec la progression de la ligne de front à cet endroit-là. Les Russes avancent à l'intérieur de la localité de Torskoye, sachant que plusieurs fausses informations avaient été données par l'ancien commandement russe dans cette zone-là. Mais là, a priori, c'est confirmé. Les Russes consolident également leur position vers Liman, mais je préférais pas changer la carte parce que c'est pas encore suffisamment stabilisé. Juste avant que je tourne cette carte, on a appris que les Russes avaient pénétré au nord de la ville de Kupiansk, l'ancienne capitale de la région de Kharkov, au début de l'année 2022, lorsque les Russes s'en sont emparés. Eh bien là, les Russes auraient de nouveau pénétré vers le nord, à partir de Radovka et de Golubovka, à cet endroit-là. Est-ce que les Russes contrôlent réellement les localités de Moskovka et Sobolovka? Pour l'instant, on n'a pas de géolocalisation qui nous le confirme, mais c'est probable. En attendant, je laisse, comme la dernière fois, la ligne jaune et la ligne rouge à cet endroit-là. Les Russes continuent à avancer au sud de Volchansk, évidemment que l'objectif, c'est Veliki Burluk à cet endroit-là, l'attaquer à la fois par le nord-ouest, par le nord, par le nord-est et par l'est. Je vais donc rajouter une petite punaise à Veliki Burluk. C'est un objectif majeur aujourd'hui de l'armée russe. Plus à l'ouest maintenant, les combats dans la région de Soumy continuent, mais visiblement moins d'importance pour l'armée russe, qui a finalement utilisé ce front pour attirer les réserves otano-kieviennes, dans la mesure évidemment que ce serait une énorme humiliation, après avoir été chassés de la région de Koursk, que les Russes arrivent à la périphérie de Soumy. Donc une contre-attaque a été lancée par les otano-kieviens, ils se sont emparés de la localité de Kondratovka et s'y font maintenant écraser sous les bombes planantes. Du côté d'Andreevka, on ne sait pas trop qui contrôle, mais ça n'a pas empêché les Russes d'avancer un peu plus à l'est, puisqu'ils se sont emparés de la localité de Varachone ici et continuent à avancer vers le sud. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 24 juillet 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. On en plafonne sur Twitter, on plafonne sur Telegram. Je suis un peu déçu. Motivez-vous, motivez vos amis. Également, inscrivez-vous à Odyssée, inscrivez-vous sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a des déclarations assez inquiétantes du ministère des Affaires étrangères français qui explique de manière tout à fait orwellienne que en Europe, on peut dire ce qu'on veut, sauf si c'est illégal. Donc, ce qui est quand même assez extraordinaire, mais qui décide de la légalité de ce que l'on dit, etc. Puis la censure sur YouTube, YouTube l'a reconnu d'ailleurs. 2000 chaînes YouTube jugées pro-russes ont été fermées, à commencer par la mienne, vous vous en souvenez. Donc encore une fois, jouez le jeu, inscrivez-vous sur tous les réseaux sociaux, et puis visitez la Russie, prenez des cours de russe. En tout cas, comme vous le voyez, la situation est excellente à tout point de vue pour la Russie. Principalement, là, cette semaine, ce qui vraiment crève l'écran, c'est la situation sur la ligne de front. L'armée russe perce de toutes parts, donc tenez bon, courage, on les aura.